Webinaire consacré aujourd'hui au site internet. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux à nous suivre en direct ou en replay. Donc pas de panique si vous avez des problèmes de connexion ou de son, vous avez la possibilité de nous revoir après si vous le désirez. Je vous rappelle qu'on se retrouve chaque mardi et jeudi à 11 h avec le collectif CCI, CMA et Région pour vous donner des conseils et des solutions pour traverser la crise et préparer la sortie du confinement. Le programme pour les webinaires suivants vous est donné en call to action avec un lien. N'hésitez pas à aller voir et on vous le redira aussi en fin de webinaire. N'oubliez pas, nous sommes présents et mobilisés pour vous aider, Région, CCI et CMA. Nous vous invitons, en cas de questions sur les aides sur les dispositifs, à disposition pour le rebond à venir, d'appeler le numéro unique qui s'affiche à l'écran. Des experts sont là pour vous aider. À votre disposition pour préparer la suite, un accompagnement personnalisé financé à 100% par la région Hauts-de-France, Starter pour les moins de 3 ans et le programme Booster PPE pour les plus de 3 ans. Contactez votre CCI ou votre CMA pour en savoir plus. Aujourd'hui, nous allons parler site internet. Comment le créer en quelques clics si vous n'en possédez pas encore, ou comment créer du contenu intéressant et optimisé pour le référencement. Virginie et Jamel vous expliqueront tout cela en détail. Pendant ce temps, je serai du côté du chat afin de répondre à vos questions en direct et récolter celles les plus posées pour une réponse collective en fin de webinaire. Je reviendrai également après leur présentation pour vous parler d'INAC. INAC, c'est quoi? C'est investissement numérique pour les artisans et les commerçants. C'est une aide financière de la région de France pour les artisans et commerçants qui souhaitent investir dans un projet de transformation numérique de leur activité. Je rentrerai dans le détail de cette aide un peu plus tard. Je vais laisser la parole à Virginie Jamel. À tout à l'heure et bonne présentation. Merci Vincent. Bonjour à tous. Je me présente, Jamel Zaidi, je suis conseiller numérique à la CMA Hauts-de-France à l'antenne de Saint-Omer. J'accompagne et conseille les chefs d'entreprise à définir leur stratégie digitale pour une meilleure organisation administrative, marketing, gestion commerciale et surtout développer, c'est le sujet d'aujourd'hui, une présence en ligne. Voilà. Et avoir un site internet qui répond surtout aux besoins de vos visiteurs, correspond à vos besoins à un moment T de l'entreprise et surtout un site qui vit. Pour terminer cette petite présentation, un petit message de soutien aux artisans et aux commerçants qui actuellement sont fermés ou essaient de s'en sortir. Sachez qu'on est tous collectivement, donc avec l'ensemble des partenaires, sous l'impulsion donnée par le conseil régional et de nos élus, à vos côtés et prêts à vous aider pour que vous puissiez continuer votre activité, notamment à distance. Et donc j'ai le plaisir aussi donc de présenter ce webinaire avec Virginie Lemillion, ma collègue de la CCI. Merci Jamel. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je me présente, Lemillion Virginie, je suis conseillère en économie numérique à la CCI Littoral Hauts-de-France. Donc comme Jamel, j'accompagne les commerçants et les chefs d'entreprise dans leur stratégie digitale. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est comment avoir un site web performant. Alors, d'abord, ce qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui, c'est que votre site, c'est véritablement un outil marketing et qui va soutenir tout votre développement commercial. On a essayé avec Jamel, puisque bon, c'était un sujet, tenir sur 30 minutes, c'est un petit peu court, donc on a essayé de définir ce sujet sur 10 étapes. Quelles sont les 10 étapes clés pour faire en sorte que votre site soit le plus performant possible? Alors, tout d'abord, premier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est sur la rédaction d'un cahier des charges. Donc, que vous ayez un site ou que vous êtes en projet pour avoir un nouveau site Internet, l'important, c'est de rédiger ce cahier des charges. En fait, c'est quoi un cahier des charges? C'est un document qui va lister tout ce que vous avez besoin. D'abord, vous allez présenter votre entreprise, jusque-là, pas de souci. Et ensuite, votre projet, c'est quoi? Vous allez créer un site web, un site vitrine, un site marchand, une application web. Tout ça, vous allez devoir vous poser véritablement la question. Parce qu'on va voir qu'en fonction d'un site, la stratégie va être différente. Ensuite, quel va être votre budget? Est-ce que vous avez un budget important ou pas? Là, nous sommes, que ce soit Jamel ou moi, on peut vous aider dans la rédaction de ce cahier des charges et surtout voir quel prestataire pourra répondre le mieux à votre besoin. Il faut également prévoir une date de mise en ligne. C'est quand? C'est tout de suite? Clairement, aujourd'hui, faire un site Internet, il faut quand même un certain nombre de temps entre le moment où vous allez rédiger votre cahier des charges et surtout le moment où votre site va être en ligne. Ensuite, toujours dans ce projet, quelles vont être les fonctionnalités de votre site?
si on prend un site vitrine, qu'est-ce qu'il faut sur un site vitrine? Ben, vous allez prendre un formulaire de contact, une description de votre entreprise, une carte Google Maps, un module de recherche, un bouton de partage via les réseaux sociaux. Vous allez avoir évidemment vos horaires, etc. Vous allez aussi pouvoir présenter des vidéos, des fichiers de chargement. Si vous projetez de faire un site d'e-commerce, là, les fonctionnalités vont être beaucoup plus importantes. D'abord, tout ce qui est l'achat en ligne. Après, il faudra voir aussi tout ce qui est paiement, système de paiement, etc. Donc, c'est des fonctionnalités qu'il faut prévoir dès le départ. Donc là aussi, dans votre cahier des charges, il va être très important de définir quel type de fonctionnalité vous avez besoin. Ensuite, à partir de ce moment-là, il y a d'autres fonctionnalités qu'il faudra impérativement mettre en place. Est-ce que vous allez développer vous-même votre site? Alors là, je tire une petite sonnette d'alarme, c'est que c'est pas facile. On n'est pas, chacun n'est pas en capacité aujourd'hui de créer son propre site, même si il y a énormément de solutions. Il faut vraiment vous faire accompagner quand même par des spécialistes au niveau création de site web. Votre site, ce qui est donc important, c'est de savoir également qu'il doit être absolument ce qu'on appelle responsive aujourd'hui. Soit responsive, ça veut dire quoi? Qui doit être optimisé pour la lecture sur tablette ou smartphone. Aujourd'hui, c'est indispensable. Si votre site n'est pas responsive, autant ne pas faire de site web. Ce qui va être important également, et Jamel en parlera, c'est hébergement nom de domaine. Là aussi, on verra, c'est quelque chose de très important à mettre en place, à rédiger dans votre cahier des charges. Les mises à jour, la maintenance, là aussi, on y reviendra un peu plus tard. Et quelque chose qui est très important pour moi également, c'est tout ce qui va être référencement. Parce que c'est bien d'avoir un site Internet, c'est bien qu'il soit le plus beau possible, mais surtout qu'il soit vu. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle le référencement. Donc, dans un premier temps, donc vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, mais la rédaction d'un cahier des charges est pour moi la première étape essentielle pour faire en sorte que votre site soit le plus optimisé possible, parce que dès le départ de votre projet, vous avez mis en place tous les indicateurs que vous souhaitez. D'accord? Donc, la rédaction de votre cahier des charges, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des deuxièmes étapes, ça va être l'hébergement de votre site Internet. Je laisse la parole à Jamel s'il veut faire un complément. Oui, bien sûr. Voilà, tu as commencé donc par le premier point, la préparation. Hein, c'est très important, la réflexion en amont, le cahier des charges. Voilà, sachez, hein, c'est important aussi de le rappeler avant de rentrer dans le détail des autres 9 points encore à traiter. Hein. Ce webinaire s'adresse vraiment aux TPE, artisans, commerçants, professions du tourisme, professionnels, les producteurs également. Hein. Donc, ceux qui s'apprêtent à créer un site Internet et également ceux qui en ont déjà un et qui souhaitent checker les différents points d'amélioration, en tout cas de performance. Hein. C'est vraiment le sujet qu'on traite. Et donc, Virginie, tu as commencé donc par la méthode le cahier des charges. On va donc continuer sous forme d'entonnoir pour aller du plus généraliste au plus spécifique. Et chose aussi importante à rappeler, je vois aussi un œil, j'ai un œil sur les commentaires. Sachez, on n'a pas la prétention de remplacer les professionnels du web, les indépendants, je m'adresse à eux, aux agences. Si vous cherchez à aller plus loin, en tout cas on vous le recommande, c'est très fortement recommandé. Donc une expertise, vous dirigez vers eux sur des sujets à traiter, à aller en profondeur. Et sachez également, voilà, on n'est pas là pour faire la promotion de tel ou tel professionnel, mais on est là vraiment pour vous apporter un conseil désintéressé. Et pour compléter ce qu'a dit donc Virginie, retenez le cahier des charges en 2 points. C'est une feuille de route pour éviter de se disperser. Et un site Internet, n'oubliez pas, ça vit. Donc, vous pouvez le réactualiser en fonction de vos objectifs fixés. Aujourd'hui, en cette période de confinement, on a l'interrogation du click and collect. Donc, je commande, je viens retirer, notamment pour les métiers de l'alimentaire. En fonction de l'objectif, le site catalogue, la prise de rendez-vous. On peut aussi compléter si demain vous envisagez de faire un site multilangue, notamment pour les restaurateurs, les professionnels du tourisme, ou voire même, pourquoi pas, un site performant, c'est ça, c'est envisager, prévoir de s'interconnecter le site Internet avec des logiciels tiers. Notamment, actuellement, on parle beaucoup des logiciels de caisse depuis la nouvelle réforme, la loi antifraude, ou même gérer également vos SMS. J'enchaîne donc, Virginie, sur le côté hébergement. Alors oui, c'est le deuxième point, le plus important même, je dirais, pour moi, pour avoir un site performant.
Si vous devez sélectionner un hébergeur, et je ne vais pas vous donner donc les noms de certains hébergeurs, mais essayez de privilégier en tout cas les serveurs établis en France, au plus proche de vos visiteurs. Si vous devez donc sélectionner un hébergeur, regardez surtout sur Internet la réactivité du support. Est-ce que le support, à travers vos échanges, vos questions, va traiter en français? Un site Internet performant, c'est aussi avoir un site sécurisé. C'est ce qu'on voit dans le navigateur, en général, le petit cadenas vert, le fameux HTTPS. Voir également la qualité des serveurs. C'est très important. Je ne suis pas non plus développeur, ni même informaticien, mais les serveurs, c'est là où est stocké votre site Internet. Et ça, c'est vraiment très important. Sachez qu'il existe des logiciels de gestion de contenu. Je vois un peu dans les commentaires, je vois WooCommerce, donc vous avez aussi WordPress, il y a du PrestaShop, bref. Mais essayez de trouver vraiment des serveurs adaptés sur ce type de logiciel. Il y a deux types d'hébergements. Les mutualisés, qui servent à traiter des sites vitrines, et des petites boutiques. Pour moi, la petite boutique, c'est à peu près maximum 3000 visites par mois. Les mutualisés, c'est quoi? Vous avez en fait un tiroir. Et dans ce tiroir, vous avez un serveur. Et vous partagez les ressources de ce serveur avec d'autres personnes. Vous avez également les serveurs dédiés. Là, on va chercher vraiment cibler les besoins d'entreprises qui font du e-commerce plus, hein, pas la petite boutique, c'est pas péjoratif. Si vous cherchez également à vous lancer sur les places de marché, Amazon, Cdiscount et autres. Là, si vous atteignez quand même un certain nombre de visiteurs. Au niveau de l'infrastructure de l'hébergement, pour pas trop rentrer dans le technique, hein, on veut vraiment être accessible, vous donner des conseils, des astuces. Regardez vraiment l'évolution des serveurs. Est-ce qu'ils répondent vraiment aux nouvelles technologies, aux nouvelles tendances du web? Et un hébergeur aussi, un point important, j'ai eu aussi à traiter pour une personne qui cible l'international. Et dans ce cas-là, pour l'international, essayez d'avoir ce qu'on appelle un CDN. C'est un peu technique, c'est essayer d'avoir vos images qui soient le plus accessible, la proximité avec vos visiteurs. S'ils sont situés aux États-Unis, vous pouvez très bien avoir un stockage qui est de vos images situées à proximité des États-Unis, alors que vous êtes en France. La qualité d'un hébergeur, c'est surtout aussi la sauvegarde quotidienne, hein. Donc ça, c'est un point important. Virginie, je ne sais pas si tu veux compléter rapidement la partie hébergeur. Non, effectivement, là où je te rejoins, c'est surtout sur la fiabilité et surtout sur le service un peu après-vente de l'hébergement. Parce que c'est vrai que quand on a mis en place son site internet et qui peut être accessible 24 heures sur 24 et qu'on a un problème d'accès, c'est vrai que quand on a un service après-vente qui est à 99%, on va dire, accessible, c'est quand même quelque chose de très important. Donc là aussi, il faut être très vigilant sur le service après-vente. Après, il est clair également, on n'en a pas parlé et on pourra, soit dans les questions, soit après, sur le coût. Parce qu'il est clair également que quand on prend un hébergement, ben, c'est un peu comme tout, hein. Si on prend l'hébergement bas prix, et ben, quelque part, il ne répondra pas forcément à ses besoins, surtout si on veut faire de la vente en ligne. Tout à fait. On en a pour son argent, Virginie, hein, comme toujours. Et c'est important, pour rebondir et pour clôturer cette partie-là, c'est difficile d'avoir, on veut tous un peu le mouton à 5 pattes, hein, c'est-à-dire avoir un site pas cher, un site de qualité et réalisé rapidement, hein. Avoir les trois, c'est quand même difficile. Donc, pour compléter. Ben, on enchaîne sur le troisième point, la vitesse. Alors, la vitesse, sachez que c'est vraiment le critère essentiel pour le référencement. En langage technique, on parle de SEO. Pour le référencement, c'est vraiment le critère. Sachez que 75% des sites, une stat, se chargent en moins de 2 secondes. C'est vraiment important de prendre en compte toute la phase de construction et même de performance de votre site sur ce critère. Vous avez des outils d'analyse en ligne, pour pas les citer, mais vous avez souvent PageSpeed Insight, vous avez GT Metrics, peu importe l'outil. Moi, ce que je recommande souvent, c'est l'aperçu d'expérience utilisateur, se mettre en le côté visiteur. Est-ce que votre site se charge rapidement? Et ça, c'est l'œil, l'expérience humaine qui compte le plus. Sur cette partie vitesse, qui est aussi en lien avec l'hébergement, c'est important de prendre en compte que votre site sollicite le moins de requêtes possible.
Les requêtes, bien souvent, c'est parce qu'on utilise des polices Google qui sont chargées un maximum sur votre site Internet. Vous avez, par exemple, installé le plugin Facebook. Vous pouvez également avoir un chargement d'une Google Maps, des vidéos YouTube, etc. Ça, sur ce côté performance, vraiment, c'est le sujet. Je vous recommande aussi de solliciter des professionnels. Voir après, sur des CMS utilisés, il faut voir la qualité du code de chaque outil. Vous avez pour cela des sites clés en main, pour ne pas les citer. Vous avez aussi des solutions de CMS. Tapez ça en Google, vous les trouverez. Donc, pour ma partie vitesse, Virginie, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, voilà, la seule chose effectivement, c'est que on sait très bien qu'aujourd'hui, d'autant plus en période de confinement, la patience, c'est pas la vertu des Français. Et effectivement, plus votre site va être long à charger, plus vous avez des chances de perdre vos visiteurs. Donc, il faut être très, très vigilant sur la vitesse de votre site. Donc, après la rédaction du cahier des charges, après l'hébergement à la vitesse, on va s'attacher à une nouvelle étape qui est pour moi une étape clé, qui est le référencement. Et la stratégie de contenu. Alors, le référencement qu'on appelle SEO pour les initiés, le référencement, on va dire, naturel. Il existe deux types de référencement. Le référencement naturel, SEO, ou le référencement payant, qui est là, vous faites de la pub. Donc, le plus connu, c'est Google Ads, voire les annonces Facebook. Ça, c'est ce qu'on appelle du référencement payant. Et je sais qu'un webinaire va être consacré uniquement au référencement payant. Donc là, on va s'intéresser au référencement naturel. Alors, la petite chose que j'explique toujours aux gens pour comprendre un peu comment marche un référencement, parce que pour les gens, c'est, bah oui, c'est quoi le référencement? Il faut savoir que Google, je parle de Google parce que c'est quand même le moteur de recherche le plus utilisé en France. Google, c'est quoi? C'est des robots. C'est des crawlers qui passent continuellement sur votre site et qui vont indexer vos pages. Plus vous allez avoir de contenu, plus vous allez mettre du contenu, plus ces robots vont passer chez vous. Alors, en langage, pour les gens qui me connaissent, vont dire, ah ben, c'est Virginie, il faut leur donner à manger. D'accord? Donc, pour leur donner à manger, il faut que ce contenu soit véritablement structuré. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Alors, il y a un côté technique et puis un côté pour les internautes. Moi, je dis, il y a deux types de contenu, pour les robots, pour les internautes. D'abord, pour les robots. Pour les robots, il faut absolument, et là aussi, les prestataires sont là pour vous aider, il faut absolument que votre site soit structuré. Il est structuré par quoi? Par ce qu'on appelle ces fameuses balises. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des balises HN qu'on appelle H1, etc. Mais là, également, on pourra, si dans le cadre de questions, répondre à ces balises. Sur chaque page, vous devez avoir des balises sur vos titres, sur vos commentaires, sur vos paragraphes. Donc ça, c'est important. Ensuite, il faut également que toujours sur la partie technique, il faut également que vos images soient renommées. On parle souvent de balises alt sur les images parce qu'en fait, Google, les robots ne voient pas, enfin, pas encore, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on y arrivera, mais pour l'instant, ils ne voient pas les images, ils les lisent. Donc, il faut bien que derrière vos images, il y a aussi des balises. Donc, ça, c'est très, très important d'avoir ces fameux balises et au niveau technique. Après, il va falloir aussi rédiger pour les internautes, parce que le but, c'est que votre site soit reconnu, référencé lorsqu'un internaute, quand un internaute tape sa recherche, il faut trouver votre site. Et là, c'est pareil, souvent, on est confronté au problème, c'est que le chef d'entreprise, il est dans son domaine d'activité et donc il va utiliser des termes qui ne sont pas forcément ceux utilisés par l'internaute. Donc là aussi, il y a énormément d'outils qui peuvent vous permettre d'avoir ce qu'on peut appeler des synonymes ou des mots-clés qui peuvent vous aider dans le référencement naturel, dans la rédaction de vos contenus. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui est la rédaction pour les internautes et la rédaction pour les robots.
À côté de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les liens. Liens entrants, liens sortants, backlink. On ne va pas rentrer non plus dans le détail. Ce qui est important, c'est que vous ayez des liens. Alors, des liens, aujourd'hui, on appelle des liens de qualité. Alors, il y a quelques années, quand au début qu'on était sur le web, moi, je me souviens, on faisait des sites avec des pages où il y avait des liens, une page de liens et on mettait des liens. Ça, aujourd'hui, c'est terminé. Les algorithmes de Facebook font en sorte qu'ils vont vous pénaliser. Il faut des liens de qualité. Et donc, c'est très difficile d'obtenir des liens entrants de qualité. Après, il faut des liens internes entre vos pages. Alors ça, souvent, les prestataires aujourd'hui sont en capacité de vous aider pour que on ait bien des liens d'une page vers une autre page ou vers aussi des boutons d'action qui font qu'il y ait des liens internes à votre site. Donc, les liens sont aussi à prendre en considération. Je vois que Jamel veut prendre la parole. Je lui laisse la parole, Jamel. Non, mais tu me connais très bien, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Non, juste pour compléter, tu l'as bien dit, je vois un peu les échanges, Virginie, les questions concernant les balises. Oui. Rapidement, notamment, j'ai vu sur les balises images. Une image, il faut la renommer. Mettez le titre de votre produit, par exemple. Mettez des mots-clés. Si vous êtes menuisier à Saint-Omer, vous mettez menuisier Saint-Omer. Mettez en fonction de la thématique traitée par l'image, en rapport avec votre page, pour répondre. Les balises, c'est essentiel, tu l'as bien dit, Virginie. Des balises H1, c'est le titre de la page. Et la balise Alt, pour les commentaires, sachez également que le site doit être responsive, tu l'as dit, mais également adapté pour les non-voyants. Et lorsqu'ils mettent l'appareil pour pouvoir lire le contenu d'un site, ça lit les fameuses images et c'est grâce aux balises Alt, pour préciser. Et pour le référencement, 2 choses pour conclure. Le côté naturel, vous mettez une graine, ça va croître naturellement. Et le référencement payant, c'est vous mettez un peu d'engrais. On est cette période de l'année, c'est le printemps, donc pour vous expliquer un peu simplement, le référencement payant, c'est pour pouvoir aller plus loin, pour booster. Voilà sur cette partie. Moi, je vais terminer pour le référencement. Les images, on en a parlé. Le poids. Le poids des images est très important. Ça représente bien souvent 50% du poids d'une page. Et vos images doivent être compressées. N'allez pas chercher une image prise avec votre appareil photo sans la renommer, on l'a dit, et l'insérer directement sur votre site. Il faut pouvoir l'optimiser, donc la compresser. Et ça, c'est vraiment aussi important sur ce point de performance. Si vous mettez une image en pleine largeur, maximum, c'est 1920 pixels. C'est suffisant. Pour une image de fiche produit, pour un site marchand, prenez 1000 pixels. Pour les autres images, 800 pixels, ça devrait suffire. N'oubliez pas que si vous utilisez des CMS, j'en ai vu citer quelques-uns, le CMS, le logiciel va recréer d'autres images de taille standard adaptées au logiciel que vous utilisez. Il y a également pour le référencement, n'oubliez pas les vidéos qui marchent très très bien. Vous pouvez donc les référencer sur YouTube, qui est l'outil de Google. C'est pas innocent. Et pas de vidéo, en tout cas, le conseil, hébergé directement sur votre site internet. Sinon, ça peut vraiment alourdir votre serveur. Virginie, je te laisse la main sur la partie ergonomie. Tout à fait. Donc, après avoir vu brièvement, très brièvement le référencement, ce qui est aussi important pour avoir un site performant, c'est d'avoir un site qui est ergonomique. Alors, d'abord, il faut soigner votre organisation et votre hiérarchie visuelle. Tout simplement parce que les internets ont aussi des habitudes. Je veux dire que si vous mettez votre menu à droite, c'est mort, ils ne vont pas le voir. Les internautes sont habitués à des menus en haut ou à droite. Ou à gauche, pardon, mais jamais à droite. Voilà, donc il y a aussi, il faut que ce soit hiérarchisé, qu'il y ait une certaine organisation. Il faut qu'il y ait un univers qui est assez cohérent, c'est-à-dire que votre charte éditoriale et votre ligne éditoriale, on doit la retrouver sur toutes les pages. Si vous mettez du bleu sur une page, vous n'allez pas mettre du jaune sur une autre page. On est bien d'accord. Il faut véritablement qu'il y ait une certaine unité sur votre site, déjà aussi pour que les internautes s'y retrouvent aussi.
Ensuite, il faut absolument, hein, là, on est clair sur tous les sites, ce que j'ai un peu parfois du mal à voir sur certains sites, c'est que dès qu'on arrive sur votre site, on doit avoir un certain nombre d'informations qu'on ne doit pas aller chercher ailleurs. Votre numéro de téléphone, s'il est en bas de la page, je ne vois pas l'intérêt. L'Internet ne va pas scroller pour aller trouver votre numéro de téléphone tout en bas. Il faut absolument que votre numéro de téléphone, vos contacts soient le plus haut possible, ce qu'on appelle souvent chez nous, dans notre jargon, la ligne de flottaison, c'est-à-dire notre regard. Tout ce qui est important doit être au-dessus. Il faut aussi mettre en confiance l'internaute. Donc, c'est ça qui est important aujourd'hui et de pas montrer qu'on est des machines. Il y a bien un commerçant, un chef d'entreprise, un artisan derrière le site. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. On a parlé des photos. Photos, vidéos, c'est quand même ce qui marche le mieux sur un site internet aujourd'hui. Donc, il vous faut quelque part une galerie de photos, une galerie de vidéos. Une inscription à une newsletter aussi. Alors, je sais, beaucoup d'entre vous vont me dire « Ah non, mais on n'a pas le temps de faire des newsletters. » Mais par exemple, si vous avez un site marchand, ça peut être simplement, aujourd'hui avec les outils qui sont accessibles, c'est de faire une newsletter qui reprend les derniers produits que vous avez saisis sur votre site internet. C'est pas forcément de faire un contenu très rédactionnel, d'accord? Ensuite, les boutons de partage sur votre site internet, c'est aujourd'hui les réseaux sociaux, on ne peut plus s'en passer. Et le fait d'avoir des boutons de partage via Facebook, LinkedIn, Pinterest et j'en passe, c'est quelque chose de très important et qu'il faut absolument trouver sur votre site internet. Une carte de géolocalisation également aujourd'hui, une carte Google Maps. Alors, on n'est pas forcément tous très Google. On n'est pas non plus payé par Google, mais malheureusement, c'est quand même l'outil qui est utilisé aujourd'hui. Donc, la Google Maps, c'est quand même très facile à mettre sur un site internet. Les formulaires de contact. Là aussi, les formulaires de contact, on en reparlera avec la conversion. Il est important d'avoir des formulaires. Mais là aussi, il ne faut pas non plus qu'il y ait 36 000 cases à remplir. Il faut que ce soit le plus simple possible. Ensuite, les avis. Les avis, aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche bien également, d'avoir des témoignages, des avis de clients. Pour toujours rassurer le client, l'internaute et toujours inciter l'internaute à naviguer sur votre site. Alors évidemment, si en plus vous êtes artisan commerçant avec la possibilité de faire des prises de rendez-vous, là aussi d'avoir un petit module de prise de rendez-vous sans même aller dans l'acte d'achat, mais juste pour prendre des rendez-vous, une réservation en ligne, c'est quelque chose qui peut être très facilement aussi mis en place sur votre site. Jamel, tu veux faire un petit complément là-dessus? Oui, Virginie, merci. Tu as déjà bien abordé certains points. Pour résumer, pour conclure cette partie d'ergonomie, on est au point 5. Voilà, 3 points. Je dirais, moi, le premier, l'information essentielle doit être accessible en 3 clics. On dit bien souvent, l'internaute, si il recherche l'information, il faut qu'il puisse la trouver rapidement. Pour cela, le conseil que je vous donne, c'est lorsque vous terminez votre site, faites-le tester dans un petit groupe d'amis, voire même la famille. Demandez-leur, va me chercher l'information A pour voir s'ils retrouvent assez rapidement cette info. Pour le design, tu l'as évoqué, en fonction de votre positionnement commercial, parce que voilà, le site internet, c'est aussi un complément de votre action marketing, c'est du global. Soit vous avez un design sobre, tout dépend de votre positionnement commercial, soit default, soit dédié par exemple dans le domaine de l'univers des enfants, ou voire même haut de gamme. Donc, et ça doit être cohérent avec vos autres supports de communication qui sont donc votre carte de visite, vos plaquettes, voire même flyers sur les opérations promotionnelles. Et un point éventuellement essentiel, c'est la rapidité d'information. Pensez au téléphone portable, bien souvent on est en mobilité. C'est bien souvent un des supports qui est le plus utilisé pour consulter un site. Et ne serait-ce que d'avoir accès rapidement à l'icône téléphone pour pouvoir passer un coup de fil, ça, c'est aussi important. Voilà. Je voulais donc terminer ce point concernant donc l'ergonomie et on va donc aborder le 6e point, la conversion, Virginie. Oui. La conversion, c'est quoi la conversion Typiquement, c'est l'art de transformer finalement les internautes en clients.
ou en membre ou d'inciter en fait les visiteurs à accomplir une action sur votre site internet. En fait, c'est ça la conversion. Alors, évidemment, souvent, quand on parle de conversion, tout le monde pense site web avec l'acte d'achat. Mais vous pouvez très bien avoir un site vitrine avec un intérêt pour les internautes de s'inscrire. On parlait tout à l'heure de la newsletter. Là, le fait qu'un internaute va s'inscrire à votre newsletter, il va faire un acte de conversion. Je parlais également des formulaires de contact. Le fait de remplir un formulaire, ça veut dire que quelque part, l'internaute, il est déjà très, très intéressé par votre contenu. Donc là aussi, je parlais de l'idée j'ai déjà vu des sites où il y avait 3 ou 4 ou 5 champs à remplir. Non, généralement, on limite à 2, 3 champs au grand maximum. Plus vous allez avoir des champs, plus vous allez avoir l'internaute risque de ne pas aller jusqu'au bout de sa démarche. Ce qui est important aussi dans la conversion, c'est d'utiliser alors des verbes d'action. C'est ce qu'on appelle des boutons d'action, des call to action aussi en anglais. C'est d'avoir alors plutôt que de dire appelez-nous. Moi, je préfère des choses de type réservez votre place, attention le dernier, enfin, plutôt que contactez-nous. Souvent, on voit ça. Je trouve que ça n'incite pas assez le visiteur à cliquer dessus. Donc, ça, c'est aussi important dans le vocabulaire. Et j'ai toujours un site Internet. La rédaction d'un site Internet, c'est aussi la revanche des littéraires. Pendant longtemps, ça c'est ma petite phrase habituelle, c'est souvent qu'avant, c'était que des informaticiens, des gens très scientifiques qui faisaient des sites Internet. Aujourd'hui, pour avoir un site Internet performant, c'est des gens qui savent rédiger. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut ne pas l'oublier. D'utiliser les témoignages, j'en ai parlé, de fait d'avoir des pages aussi de témoignages pour que les gens puissent laisser des témoignages, c'est important. Alors, vous allez me dire, oui, mais dans les avis, sur un site Internet, il y a ce qu'on appelle une modération. C'est-à-dire que vous allez approuver que les témoignages qui sont favorables. On est bien d'accord. À la différence de la Google My Business où parfois les avis, on ne peut pas faire grand-chose. Là, sur votre site Internet, non, là, vous avez la main complète là-dessus et c'est toujours très intéressant en matière de conversion d'avoir des témoignages de gens. Il est aussi important toujours dans les systèmes de conversion, d'inciter les gens, de montrer votre produit, l'intérêt de votre produit. Pourquoi l'internaute va acheter votre produit, pourquoi il va réserver chez vous une chambre d'hôtel ou pourquoi il va faire appel à vous en tant qu'artisan, tout simplement parce que vous avez un savoir-faire. Il est très, très important là aussi de le faire savoir et rien de mieux qu'une vidéo. Je dis toujours, une vidéo va humaniser votre marque et c'est ce qui va entraîner la conversion. Et aussi, alors là, je pense qu'ils en parleront lors du prochain webinaire sur les Google Ads ou la publicité payante. Attention aussi quand on fait de la publicité payante que de bien atterrir sur ce qu'on appelle des landing pages. C'est des pages d'atterrissage et non pas d'arriver sur vos pages d'accueil. Là aussi, en fonction du site, comment le prestataire de votre site Internet pourra vous mettre en place des landing pages qui sont des pages d'atterrissage et des pages de conversion plutôt que votre accueil. Donc ça aussi, c'est en matière de conversion, c'est quelque chose sur lequel il faut être faut un petit peu être vigilant là-dessus et sur tous les boutons d'action. Généralement, aujourd'hui, on voit que sur chaque page, on va trouver un bouton d'action qui peut être différent d'une page à l'autre. Tu veux me faire un petit complément peut-être, Jamel, là-dessus? Oui, toujours. Bien sûr. Mais c'est très bien. J'ai toujours un œil sur les commentaires et en profiter pour compléter cette partie-là. Le copywriting. Donc, alors qu'est-ce que c'est C'est l'art de convaincre par rapport à vos textes. Oui. Donc, oui. C'est un point important à prendre en compte pour la conversion. On parle beaucoup aussi ça c'est la question, le commentaire de François Hout, et on aborde aussi bien souvent, c'est l'art de convaincre, et vous pouvez également le storytelling. C'est aussi raconter une histoire, faites passer donc de l'émotion pour pouvoir justement convaincre et être crédible. C'est important. Tu as parlé également d'éléments de réassurance.
Et j'ai vu quelque part dans les commentaires les conditions générales de vente. Oui, c'est aussi un point de réassurance pour le e-commerce, c'est un point important. Le formulaire de rétractation aussi, hein, ça rassure. Mettre le lien de ces conditions générales de vente, tous les paiements sécurisés et autres, c'est très, très, très important, notamment pour le e-commerce. Et donc, sur la conversion, retenez vraiment une métrique importante à prendre en compte, hein, c'est le taux de transformation. C'est combien de ventes, pardon, vous avez généré, hein, le pourcentage par rapport au nombre de visites. Et en e-commerce, ça dépend. Hein, on était sur des taux à peu près pourcentage moyen de 1%, mais vous pouvez très bien atteindre 4-5% de taux de conversion, hein, par rapport au nombre de ventes générées sur le nombre de visiteurs. Hein, c'est un taux. Pour la conversion, n'oubliez pas aussi un point important, et c'est de le prévoir dès le démarrage, c'est de penser au pixel Facebook. Notamment, on parle de reciblage marketing. C'est lorsque le visiteur arrive sur une page de votre site, ensuite va sur sa page Facebook, sur son profil, et d'un seul coup, il voit apparaître la page sous forme donc de publication, voire même votre produit qu'il a consulté sur votre site marchand. Donc ça, hein, c'est du reciblage. C'est un cookie qui est laissé sur votre site et qui permet de renvoyer la page produit notamment. Donc ça, c'est un point important pour la partie conversion. Et en marketing, sur les sites internet, c'est aussi valable. On parle beaucoup de modèles AIDA. Hein. Je vais vous l'expliquer rapidement en 4 phases. C'est vraiment, vous devez penser, c'est valable pour tous les supports de communication. C'est d'une part capter l'attention avec une accroche ou un titre, et également avec l'accroche qui peut être une forme de réduction, 30% de réduction, la livraison gratuite. Le deuxième point, le I, c'est l'intérêt. Hein, vous devez susciter une émotion à travers une photo, avoir des mots courts, tu l'as dit, hein, des mots simples, Virginie. Ensuite, le D, c'est pour provoquer le désir. Et là, on est sur du commercial, sur du marketing. Regardez un peu, creusez, rapprochez-vous des collègues, hein, CCI, champ de métier, pour aborder le son cas. Hein, c'est quel est le bénéfice apporté par votre produit ou service pour le client. Et vous terminez surtout par l'appel à l'action. Hein. L'appel à l'action, tu l'as évoqué, Virginie, hein, c'est le bouton, hein, que vous allez donc ajouter à votre site. Il faut que ce bouton, bien sûr, soit en cohérence avec votre design, mais il faut qu'il incite à l'action. Hein. Commandez dès maintenant, par exemple. C'est donc voilà une méthode utilisée en marketing. Et pour terminer sur cette partie de conversion, c'est important de prendre en compte certains indicateurs web. Hein. Donc ça, c'est aussi important. On va donc l'aborder tout de suite. Tu veux peut-être aborder la partie 7, Virginie, sur l'audience? Sur l'audience, oui. Alors, l'audience d'un site web, c'est quoi? C'est en fait l'ensemble des personnes qui vont visiter votre site web. Alors, il existe de nombreux outils qui sont installés sur vos sites internet par vos prestataires. Alors, le plus connu, c'est Google Analytics. Google Analytics va permettre de quoi? De mesurer, Jamel vous l'a dit, les taux de conversion, mais déjà tout simplement de savoir le nombre de personnes, de visiteurs sur votre site, quelles pages sont vues, combien de visites, quelle est la durée, le taux de rebond. Il y a énormément de choses que l'on peut analyser via Google Analytics. Alors, souvent, là aussi, on pourrait faire un webinaire uniquement sur Google Analytics. Là, vu le temps qui nous reste, on va peut-être pas parler énormément de Google Analytics, mais ce qu'il faut d'abord prendre en compte, c'est le nombre de visites. Non, on va être plus simple, le nombre d'utilisateurs de votre site Internet. Alors, il y a le nombre les pages vues, le nombre de pages vues. Et moi, ce que je m'intéresse aussi, c'est le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est quoi? C'est un visiteur qui a vu une seule page du site et qui est tout de suite reparti. Le taux de rebond peut indiquer aussi qu'il y a parfois des problèmes sur votre site Internet. C'est pas forcément parce que le contenu, c'est peut-être aussi parce que justement, on parlait de vitesse, il est trop long à charger, donc les gens s'impatientent, ils partent. Le taux de rebond a aussi des répercussions sur le référencement, parce que Google va prendre en compte cet indicateur-là pour placer
remonter ou non votre site Internet. Donc, attention au taux de rebond. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle des indicateurs d'acquisition sur votre site Internet. Alors, Jamel l'a expliqué avec le pixel Facebook, hein, c'est ça. C'est de savoir finalement comment ils sont venus, vos internautes. Hein. Soit en référencement naturel, alors ça j'aime bien parce que ça veut dire que votre site il est super bien en référencement naturel, soit vous avez fait du SEO, du SEA, référencement payant, soit il vient par les réseaux sociaux, soit via d'autres sites que vous avez eu des liens. Donc c'est important de savoir comment les internautes arrivent sur le site. Ce qui est important aussi de voir, c'est quelle page ils ont vu. Est-ce que c'est… Alors parfois, ça va être vos conditions générales de vente. Alors là, on peut se poser la question pourquoi ils sont arrivés juste sur cette page-là. Ou alors, c'est que là, ils veulent vraiment acheter et ils se disent, bon, je regarde si toutes les garanties sont bien assurées. Ça peut être aussi, de leur catégorie, socio-professionnelle, quels sont leurs intérêts. Alors là, c'est un petit peu… Alors, je ne sais pas, Jamel, là-dessus, si tu as plus de retours que moi, je trouve quand même que c'est un petit peu limité là-dessus, parce que tout dépend aussi comment les gens se sont inscrits via leur compte sur leur smartphone notamment. Alors, sur cette partie audience, hein, de toute façon, ce sont des points techniques. Hein. On parle bien du sujet, avoir un site performant. Sur la partie audience, on va faire simple. L'objectif pour vous, dans un premier temps, au niveau de la partie TPE, c'est de savoir d'où viennent vos visiteurs. Quelles sont les pages les plus consultées? Quelles sont les sources de trafic? Comment les visiteurs sont venus sur votre site Internet? Est-ce qu'ils ont tapé directement le nom de votre site Internet? Est-ce qu'ils sont passés par Facebook? Et par quel type de support consulter votre site Internet? Soit par le smartphone, soit par l'ordinateur. Ces parties audience, on va rester vraiment sur le côté B à bas. C'est juste important de savoir d'où viennent vos visiteurs. Et pour cela, il y a des outils. Donc, si vous voulez aller plus loin sur cette partie audience, n'hésitez pas à prendre contact avec les partenaires, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, voire même avec des prestataires. Mais vraiment, voilà, pour relier votre compte à Google Analytics, ça peut paraître compliqué, mais retenez simplement ce terme, ça vous permettra vraiment de suivre cette partie. Je vais donc poursuivre parce que le temps tourne, Virginie. Donc, je vais aborder le point sécurité. On n'est pas là pour vous faire donc un laïus sur ce sujet-là, mais ce qui est important de faire, c'est bien penser dans la conception de votre site, voire même dans la performance, de penser à protéger votre site Internet. Dans le web, votre site peut être piraté, ça peut arriver comme un ordinateur. Et donc, pour cela, n'oubliez pas de renforcer votre mot de passe avec un mot de passe sécurisé. Pensez à l'anti-spam sur vos formulaires. C'est le fameux reCAPTCHA, ce qu'on voit sur les formulaires à une case à cocher ou des images à cocher. Donc ça, c'est déjà un point de sécurité important. C'est essayer de tenter avec des outils qui permettent de protéger votre site Internet, qui empêchent les tentatives d'intrusion. Donc là, on a aussi sur la partie sécurité la protection des données. Dans le cadre du RGPD, on a tous plus ou moins entendu parler de cette loi. C'est de pouvoir éviter la récupération de données sur votre site Internet au niveau du piratage. Donc ça, vous avez la possibilité donc, de le mettre en place. Donc je vais aussi poursuivre sur la partie maintenance, Virginie. Le 9e point, la partie maintenance, avoir un site Internet, c'est bien, c'est comme une voiture, mais vous devez penser à l'entretenir. Donc, soit vous avez une solution clé en main de site, c'est prévu à l'intérieur, ou soit, si vous avez développé, mis en place un site Internet, vous devez aussi penser aux mises à jour du logiciel et surtout des fonctionnalités que vous avez pu ajouter par vous ou par votre prestataire. Mais il vous le proposera dans tous les cas. Et cette partie maintenance fait aussi la mise à jour, fait partie de la mise à jour de votre contenu, vos textes, vos images. J'intègre ça dans cette partie évolution, les ajustements. Tu parlais, Virginie, de formulaire de devis.
on peut très bien éventuellement mettre 2 champs, nom, prénom, et forcément l'adresse mail, et venir plus tard rajouter une fonctionnalité qui permettra d'ajouter des pièces jointes à envoyer sur le site internet. Donc ça, on a abordé donc ici le 9e point, la maintenance. Et pour garder du temps surtout sur les questions-réponses, il est 45. Le 10e point, pour terminer, il faut penser à l'évolution. Votre site vit. Pour cela, vous devez penser, demain, on ne sait jamais, si vous voulez l'intégrer avec votre logiciel de gestion commerciale. C'est possible. Votre logiciel de caisse. Ou tout simplement, pensez à venir intégrer votre site Internet avec une place de marché. Je parle d'Amazon, de Cdiscount, mais vous avez aussi sur la région, notamment nous ici sur Saint-Omer, la plateforme développée par la communauté de communes de la région de Saint-Omer qui s'appelle Acheter en pays de Saint-Omer. Pourquoi pas? C'est pour que vous ayez vraiment un outil interconnectable. Et c'est ça, vraiment, avoir un site Internet qui vit. L'évolution. Je parlais tout à l'heure donc de RGPD, protection des données. Pensez à bien mettre le consentement, accepter le consentement de l'utilisateur lorsqu'on vient cocher un formulaire de commentaires, de blog ou même de commandes. Le fameux bandeau des cookies, même si je suis perplexe sur l'utilité, mais que l'internaute puisse refuser le dépôt de traceurs qui va vous suivre sur Facebook, sur Google Analytics, ou le comptage de visites. Je voulais terminer sur cette partie évolution. Pensez qu'un site internet évolue, vit. Si vous cherchez à aller plus loin, en tout cas, on vous conseille de vous rediriger donc soit par nous pour aborder ces premiers points, et pourquoi pas ensuite vous diriger, vous tourner vers des experts dans leur domaine. Virginie, je ne sais pas si tu veux conclure sur cette partie, le 10e point qui est l'évolution, avant de passer aux questions-réponses. Je pense que c'est quand même la partie oui, voilà. importante. Donc, non, mais tu as été très clair là-dessus. Vaut mieux peut-être revenir sur les questions-réponses sur le sujet. Hop, me voilà. Merci à tous les deux. Effectivement, alors j'ai quelques petites questions. Alors déjà, un sujet qui n'a pas été nécessairement abordé, c'est le nom de domaine. Comment on le choisit sur la base, par exemple, est-ce qu'on est plutôt sur un .fr, sur un .com? Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, choisir le nom monentreprise.fr ou plutôt dire, par exemple, je ne sais pas moi, plombier-amiens.fr? Enfin, vous voyez, c'est quoi un petit peu, comment on choisit un nom de domaine et pourquoi, et c'est quoi la différence peut-être entre .fr et .com? Quel est le plus intéressant pour nos artisans et nos commerçants? Alors, je vais en parler. Virginie, si ça ne te dérange pas sur la partie hébergement, vu que j'ai évoqué ce point-là. Ouais. Après, tu pourras compléter si c'est besoin. Déjà, un nom de domaine, ce qui est important, c'est comme votre nom commercial, c'est qu'il soit facilement mémorisable et prononçable. C'est vraiment un des critères de choix. Et surtout, vérifier que ce nom de domaine n'est pas déjà utilisé en tant que marque. Ça, c'est important. Faites attention de ne pas utiliser une marque qui est déjà protégée. Je vous conseille de vous rendre sur ici marque pour creuser un peu plus vos recherches et répondre à ta question, la question en tout cas de l'internaute, Christophe. Tu disais donc un .fr ou un .com. Si vous êtes sur un marché français, utilisez le .fr. Si vous avez une ambition internationale, hors marché français en tout cas, même les pays limitrophes, prenez un .com. Mais n'hésitez pas également à prendre le .fr et aussi à acheter le .com, tout simplement, qui permettra si on arrive sur le .com, d'être redirigé sur le .fr. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Alors après, je voulais juste rajouter, attention quand même à la longueur de votre nom de domaine. Parce que clairement, votre URL, plus vous allez rajouter des pages, plus vos URL, c'est-à-dire vos adresses, vont être longues. Alors, si vous avez déjà un nom de domaine qui est très long, vos URL vont être trop longues pour le référencement de Google. Donc là aussi, privilégiez des noms de domaine assez courts. D'accord. Oui. Alors, il y a eu beaucoup d'interventions au sujet de plateformes qui proposent souvent du type, alors on a parlé de Wix, il y a aussi mon site. C'est des plateformes qui proposent des sites, alors forcément ce qu'on appelle un modèle freemium, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de faire son site gratuitement. Alors bien sûr, quand le site est gratuit,
en général, il y a de la publicité, on n'a pas son nom de domaine, etc. Mais les gens s'interrogent quand même, est-ce que c'est pertinent d'utiliser ces plateformes ou est-ce que, voilà, comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'on peut aussi faire son site soi-même avec un outil comme WordPress, par exemple, ce qu'on appelle des CMS. On sait aussi qu'on peut plutôt faire appel à des prestataires. C'est quoi pour vous, Wix, Imoncide, etc. Est-ce que c'est intéressant? Dans quelle mesure, etc. On peut en parler. Alors, je sais que c'est un sujet un peu tendu des fois. Oui. C'est un petit peu sur ce sujet. Je prends la main, Virginie, après je te laisse. D'accord. Alors, déjà, tu prends. Excuse-moi, vas-y, je n'avais pas compris. Vas-y, Jamel. Non, il n'y a pas de souci. Rapidement, je te laisse après la main. Surtout, sachez, voilà, il n'y a pas de bons ou mauvais outils. Tout dépend de l'objectif que vous fixez. Si c'est juste pour avoir une page de présentation avec vos infos essentielles, pourquoi pas, hein, pour démarrer. Mais ce que je recommande vraiment, c'est surtout de capitaliser sur votre nom de domaine. N'ayez pas, par exemple, monsite.fr et ensuite avec le lien éventuellement de la solution qui est proposée, hein, Wix ou Imoncide. Si vous devez vraiment investir, c'est investir dans un logo, c'est aussi investir dans un nom de domaine. Il pourra vous suivre longtemps. Donc, répondre à cette question, c'est tout dépend de l'objectif. Si vous cherchez à faire du e-commerce, ça sera compliqué pour moi de mettre du gratuit. Ça, c'est pas possible. C'est pas envisageable. Et on va vous le déconseiller lors du diagnostic qu'on va donc vous proposer, hein, si vous souhaitez réaliser un cahier des charges. Je te laisse la main, Virginie, tu veux compléter? Oui, bon, j'allais dire la même chose, c'est-à-dire que souvent dans les versions gratuites de ces plateformes, le nom de domaine vous n'appartient pas. Donc vous avez Imoncide, etc., Wiz, et puis après dans l'URL, vous aurez votre nom d'entreprise. Donc quelque part, effectivement, je rejoins entièrement Jamel, c'est de capitaliser sur votre nom de domaine. Et après, éventuellement, ou alors dans ce cas-là, dans ces plateformes, c'est d'utiliser au moins la version payante, mais pas la version gratuite. D'accord. Alors, vous avez parlé de formulaire de contact. Alors, bon, quand je vais vous dire, vous allez vraiment en 2 minutes, parce que le sujet pourrait être… c'est quoi les obligations par rapport au RGPD, par exemple, juste avec un formulaire de contact déjà? Ouais. Par rapport au RGPD, tout formulaire qui est soumis, en fait, qui est validé par le visiteur, doit avoir le consentement de la personne. C'est-à-dire qu'il y a une case à cocher où on va donc avoir, j'accepte, hein, la politique de confidentialité. Et cette politique de confidentialité, c'est un lien, c'est une page qui va donc expliquer au visiteur qui a la possibilité de rentrer en contact avec le site Internet pour dire je veux récupérer et savoir ce qui est mis sur le site, quelle information j'ai pu communiquer et pouvoir l'exporter. C'est ça en fait. C'est depuis donc mai 2018 un règlement donc européen qui est mis en place. Le sujet est très large. On n'a pas beaucoup de temps parce que à traiter chaque point dans le détail, mais voilà, n'hésitez pas à revoir un peu ce webinaire sur les 10 points. Prenez le temps de revoir chaque point et de revenir vers nous si vous voulez détailler hein, chaque partie. Alors, une heure, c'est pas suffisant, voilà, pour détailler. Une autre petite info sur les sites. On a parlé vaguement tout à l'heure de conditions générales de vente. Oui. Est-ce qu'on peut dire quelles sont les mentions obligatoires? Alors, est-ce que, par exemple, une condition générale de vente, si je fais mon site demain vitrine, est-ce que je dois obligatoirement mettre des conditions générales de vente? Et si oui ou non, de toute façon, quelles sont les mentions qui sont obligatoires sur tous les sites, en tout cas pour les entreprises? Virginie, toi qui vois, prends la main. Oui, si tu veux. Pour un site vitrine, retenez une chose, c'est mention légale, dans laquelle on veut savoir vraiment derrière, c'est qui est le propriétaire du site, qui est le directeur de publication, où est hébergé votre site Internet, et des coordonnées de contact. Ça, c'est les mentions légales obligatoires pour tout site, hein, même le plus petit. Hein. Ensuite, vous avez une partie politique de confidentialité, c'est ce qui concerne la protection des données, c'est obligatoire, vitrine ou site marchand. Et sur les sites marchands, là, depuis la loi Hamon, hein, 2014, si je ne me trompe pas, vous devez avoir une page dédiée avec, c'est un contrat, hein, si vous passez commande, savoir qui est le vendeur, quelles sont vos conditions de vente, vos conditions de livraison, et une condition générale de vente, on doit pouvoir se rétracter si on passe commande, si c'est un produit hein, qui n'est pas transformé. Il y a différents points. Donc ça, c'est obligatoire si vous effectuez hein, de la vente en ligne. Super. Alors, oui.
souvent, non, juste pour compléter ce que disait Jamel, y compris par rapport au RGPD et notamment à la politique de confidentialité, là aussi, il faut s'entourer de gens un peu spécialistes quand même, parce que de la rédaction de la politique de confidentialité, elle est quand même assez c'est assez technique, hein, parce que par exemple, il faut savoir quels traceurs sont utilisés sur votre site internet, et ça, si ça a été fait par un prestataire, vous ne pouvez pas forcément vous le savoir. Moi, je conseille quand même pour les gens, même si c'est un site vitrine, mais qui vendent un produit, etc., de pourquoi pas mettre leurs conditions générales de vente, notamment, parce que ça permet aussi de rassurer l'internaute. Donc là aussi, les conseillers, hein, que ce soit les conseillers chambre des métiers ou chambre de commerce, peuvent vous aider aussi dans la rédaction, hein, de ces conditions générales de vente. Super, merci beaucoup. Il est peut-être temps de passer la parole à Vincent, donc de la région, pour conclure. Merci Jamel et merci Virginie pour votre expertise sur le sujet. Vincent, c'est à toi. Je crois que tu voulais nous parler de l'INAC notamment. Oui, et avant de parler de l'INAC, je voudrais remercier Virginie et Jamel pour cette présentation. Et avant de parler de cette aide financière, j'aimerais faire un point sur ces webinaires, puisque comme je l'ai vu aussi dans le chat, comme on l'a dit en intro, nous sommes là pour vous aider et vous donner des conseils autour du numérique pour traverser la crise et préparer la sortie de confinement. Nous vous proposons des solutions, mais nous ne mettons jamais un produit ni une entreprise en avant. J'ai vu beaucoup de questions sur des listes de prestataires, mais c'est un panel qui a été recensé et libre à vous de faire votre choix par rapport à votre propre besoin. Nous privilégions les solutions agiles, prêtes à être mises en place maintenant. Durant cette période, les artisans commerçants n'ont pas forcément toute la trésorerie pour investir dans le digital. C'est les infos qui nous sont remontées. Il faut donc faire avec ce qui existe à bas coût, voire gratuit. En revanche, nous faisons au mieux pour les sensibiliser aux usages du numérique et les inciter à investir dès qu'ils le pourront. Aidés par les conseillers CCI, CMA et régions, ils pourront se tourner vers des agences comme web. Si vous en êtes une d'agence ou offreur de solutions numériques, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de nous afin que nous ayons un large choix à proposer à nos artisans commerçants des Hauts-de-France. Espérons qu'ils puissent aussi dégager un peu de trésorerie pour investir dans des solutions après-crise. Au-delà des conseils que nous pourrions leur donner, nous avons aussi une aide financière, donc j'en ai parlé. C'est INAC. Alors, INAC, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme. Je vais vous montrer un petit visuel pour un peu mieux comprendre. Donc, INAC veut dire investissement numérique des artisans et commerçants. C'est une aide financière. Son objectif, c'est de soutenir les artisans et commerçants qui souhaitent investir dans un projet de transformation numérique de leur activité. Par exemple, avec le thème abordé aujourd'hui, vous pouvez bénéficier de cette aide pour la mise en place d'un site e-commerce. Mais pas que. C'est possible de mettre en place une caisse ou des terminaux de paiement connectés, des solutions de collecte ou de gestion de données. Pour qui? Comme il est indiqué, pour des artisans de moins de 10 salariés, sous quelles conditions? Être une TPE inscrite au registre du commerce et des sociétés ou des métiers, avoir un projet de transition numérique validé par un tiers, CCI, CMA, Booster, on en reviendra en conclusion avec Christophe, faire moins d'1 million de chiffre d'affaires et avoir un projet d'investissement d'au moins 3 000 €. Comment demander l'aide? Sur la plateforme d'aide en ligne de la région de France, je vais vous mettre le lien en call to action. Je pense que j'ai rien oublié, Christophe, et pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter via les mails qu'on va vous donner ou les numéros de téléphone. Christophe, je te laisse conclure par rapport à Booster, peut-être? Ouais, alors, merci. Alors, je vais juste partager. Est-ce que tu veux bien retirer ton petit… ta présentation, que je puisse mettre la mienne? Voilà, merci beaucoup. Hop, hop. Donc, oui, alors encore une fois, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. On espère qu'il aura apporté des réponses à vos questions sur l'efficacité de votre site Internet. On a bien noté, donc, effectivement, pour certains d'entre vous, c'était un petit peu pointu. Je pense qu'il en fallait effectivement un petit peu pour tout le monde. On a voulu aujourd'hui contenter, en tout cas accompagner les gens qui avaient des attentes un peu plus pointues, mais donc on reviendra sur des choses plus basiques par la suite. On a mis un petit sondage de satisfaction donc sur la droite à côté du chat, il y a un petit onglet sondage. Je vous remercie d'y répondre pour nous aider à nous améliorer. Donc je vous rappelle les prochaines dates de webinaire. Vincent, est-ce que tu veux bien partager ou quelqu'un partager en call to action le lien vers les prochains webinaires? Donc, tout savoir sur les réseaux sociaux, c'est le 23 avril. Sur la publicité en ligne,
basique, donc sur Google et sur Facebook, ça sera le 28 avril, donc toujours de 11h à midi. Ensuite, un webinaire un petit peu plus pointu, celui-là, donc justement, sur les réseaux sociaux pour les pros, donc comment communiquer sur les réseaux sociaux en ce qu'on appelle en B2B, donc vraiment de professionnel vers professionnel, ça sera le 30 avril, et sur une présence en ligne de qualité, le 5 mai. Alors, c'est quoi une présence en ligne de qualité? Ça sera aussi des astuces graphiques, plein d'outils pour avoir comment publier des photos, etc., etc. Vous en saurez plus bientôt. Voilà, je vous remercie tous. Merci Vincent d'avoir partagé l'agenda. Merci à vous. Est-ce que Christine, tu veux dire un petit mot pour un petit mot un petit mot? Un petit mot, mais non, j'ai rien à ajouter. C'est très merci, si ce n'est à nos deux présentateurs pour cette présentation effectivement peut-être pointue, mais je pense très utile pour aller plus loin. Effectivement, on travaille ensemble pour programmer des futures sessions, mais tu viens de le dire, Christophe, justement. L'idée étant de répondre à toutes les formes de besoins. Mais je remercie vraiment l'ensemble des conseillers CCI, CMA qui sont intervenus depuis le début, en fait, et qui montrent, en fait, que on est vraiment aux côtés des entreprises, quel que soit leur niveau d'attente et de besoin sur le sujet, et qu'on a des expertises dont elles peuvent profiter. Voilà. Merci à tous. Je ne sais même plus quelle journée, mardi. Donc, à jeudi pour le prochain webinaire. N'oubliez pas le petit sondage donc, à côté de l'onglet chat pour nous aider à avancer, nous dire ce que vous avez pensé en toute franchise. C'est anonyme, donc on ne saura pas ce que vous avez dit. Merci beaucoup. À jeudi et bon courage pour la suite. À bientôt. Prenez soin de vous.